Donc, je vous remercie pour votre présence et pour ce qui est la première conférence de ce cycle bimensuel que l'École des Beaux-Arts organise en amphi 2 mardis par mois pour cette année. Donc nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous Éric Valette et Françoise Parfait, 2 membres fondateurs du collectif de recherche en art Suspended Spaces, né en 2007 à Chypre. Je vais présenter brièvement Françoise et Éric. Françoise est professeure émérite en art contemporain et médias de l'université Paris 1, Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, et artiste. On lui doit de nombreux textes sur la vidéo, les images temporelles et leur réception. On peut citer Vidéo, un art contemporain aux éditions Regard en 2001, le catalogue Collection Nouveaux Médias, installation du Centre Pompidou en 2006, ou encore le catalogue de David Clairbout, The Shape of Time, aux éditions J.R. Péringier en 2008. Éric Valette est quant à lui artiste, professeur des universités en art à l'université de Picardie Jules Verne. Ses recherches s'intéressent au croisement entre l'art, les différentes représentations du monde, proposées par les discours scientifiques ou non scientifiques. Son travail utilise la vidéo, le dessin, la conférence-performance. Il collabore aussi avec le chorégraphe Mauro Pacagnella à Bruxelles pour des installations des spectacles. Et il participe depuis 2020 au cycle Planétarium organisé par le Centre Pompidou sous la forme de performances graphiques. Cycle Planétarium que je vous invite à regarder puisque l'ensemble des captations du cycle se trouve sur le site internet du Centre Pompidou. Françoise Parfait et Éric Valette sont les membres, comme je le disais, fondateurs du collectif Suspended Spaces, créé en 2007. Ils se revendiquent comme une plateforme de recherche en art qui s'intéresse à des espaces géopolitiques hérités de la modernité, mais dont l'histoire et le devenir sont incertains. On leur doit jusqu'à présent 5 publications qu'ils ont co-dirigées, la dernière étant Suspended Spaces 5 Fordlandia, sur lequel ils reviendront, je pense. Alors évidemment, pour un collectif d'artistes qui a toujours revendiqué l'importance du déplacement, du travail ensemble, du travail collectif, partagé, ces temps de suspension des activités culturelles, de confinement des corps, ne pouvaient que les interroger au moment où ils se lançaient dans un 6e projet, Gardaïa, qui pointe vers un horizon saharien, la ville algérienne de Gardaïa, dont ils nous parleront. Éric et Françoise nous parleront donc des conditions qui les ont amenés à développer ce nouveau projet, qui les amène en résidence à Marseille, aux ateliers Jeanne Barré, avant qu'un colloque à Jeanne Barré, au FRAC, Provence-Alpes-Côte d'Azur et au MUSEM ne se tienne les 3, 4 et 5 novembre. Vanessa va peut-être un peu revenir sur l'organisation de ce colloque. Je passe la parole à Vanessa. Oui, donc, oui, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce colloque, il va avoir lieu le 3, 4 et 5 novembre, donc aux ateliers Jeanne Barré, au FRAC et au MUSEM. Et j'aimerais bien constituer en groupe d'étudiants qui pourraient se charger de documenter ce qui se passe lors de ces rencontres qui durent 3 jours. Pensez cela comme une sorte de reportage, prise de notes, photos, croquis, entretien avec les artistes invités et les chercheurs invités, parce que ce sera à partir de ce matériel-là que nous allons, donc au mois de mars, dans la semaine de workshop du 2e semestre, travailler avec donc le designer graphique Jean-Claude Kianal, qui viendra animer un workshop appelé Éditer, relier. Donc vous avez la description de ce workshop dans le tiré à part qui vous a été distribué en début d'année, à la rentrée. Donc si ce workshop vous intéresse, je vous invite aussi
à assister au colloque et à revenir vers moi pour qu'on puisse constituer un groupe de travail qui s'occupera, voilà, de suivre de près le colloque et de documenter ce qui se passera pendant ces 3 jours de rencontres et échanges avec donc le collectif Suspended Spaces. Merci beaucoup Françoise et Eric, voilà, de nous associer à ce magnifique projet. Merci Vanessa, merci Maxime. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on va faire avec un seul micro. Voilà, j'espère que voilà, ça va, nos voix vont se transporter jusqu'au fond de la salle. Merci 1000 fois d'être là à vous. Voilà, on commence toujours par des remerciements, mais rien ne se fait sans la collaboration de personnes et de structures. Donc c'est le cas pour ce nouveau projet que nous allons essayer de vous présenter. En 1 heure, ça va être un peu rapide, parce que à la fois, pour que vous compreniez comment ce collectif s'est créé, comment, sur quelle dynamique il fonctionne, et que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes là aujourd'hui, mais pourquoi nous sommes à Marseille pour 3 semaines, et quelle est la, comment dire, quels sont les présupposés de ce nouveau projet, pour lequel nous ne savons pas grand-chose, parce que nous cherchons en avançant toujours. En tout cas, l'idée, en effet, de ce nouveau projet, c'est de traverser la Méditerranée et d'aller en direction de Gardaïa, en passant par Alger. On en parlera plus tard. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et on va commencer par vous raconter, parce que c'est une histoire en fait, hein, c'est une narration, c'est un récit. On va vous raconter dans les grandes lignes comment ce projet collectif est né en effet en 2007, à partir d'une expérience très particulière, une expérience sensible, une émotion pourrait-on dire, et comment ce moment, cette émotion, ce moment de partage a été au départ d'un projet qui finalement maintenant court depuis une quinzaine d'années, et qui va nous amener donc pour la prochaine étape en Algérie et à Gardaïa en particulier. Voilà, donc on va commencer par ça. Le début de cette histoire, c'était donc en 2007. C'est important, je crois, pour que vous compreniez bien l'histoire. Nous nous trouvons, par le hasard des travaux professionnels, des rencontres, nous nous retrouvons à Chypre pour une exposition. Nous sommes invités, un certain nombre de nous, qui sommes dans l'université, qui travaillons à l'université d'Amiens. Nous sommes invités à participer à une exposition à Nicosie, qui est la capitale de Chypre. Nous ne connaissons pas du tout Chypre à l'époque. Donc nous y allons et très vite on nous parle d'une ville fantôme, je mets vraiment des guillemets, qui s'appelle Famagusta. Plus justement, c'est un quartier de cette ville médiévale qui s'appelle Varosha, un petit quartier moderne de cette ville médiévale, Famagusta, et nous nous retrouvons là-bas devant quelque chose qui nous sidère, donc une ville qui nous semble gigantesque, avec un bord de mer, avec des hôtels, des buildings, enfin des immeubles modernes, c'est ça, à étages, avec une ville plus ancienne derrière. Et toute cette ville est fermée, en fait, est encerclée par des barrières, protégée par l'armée, par l'ONU, l'armée de l'ONU, et aussi les armées turques, puisque c'est dans la partie turque de l'île que se trouve cette ville. Donc voilà, nous sommes sidérés, nous ne comprenons pas vraiment ce que nous voyons, mais ce que nous voyons nous touche énormément, et c'est là qu'on s'est dit, voilà, on ne sait pas lire ce que nous voyons, on ne sait pas comprendre ce que nous voyons, parce qu'il y a des dimensions évidemment géopolitiques, politiques, des choses qui sont liées à des conflits. Hein. Chypre est une île séparée depuis 1974, avec une partie turque au nord qui n'est reconnue que par la Turquie et une partie grecque au sud. Et l'ensemble de l'île fait partie de l'Europe. Voilà, donc c'est un des paradoxes énormes de ce lieu-là. En tout cas, nous le regardons avec aussi un regard d'artiste, donc avec en même temps, voilà, comment dire, des pointes, je dirais, de fiction qui commencent à naître. Et c'est là qu'on se dit,
alors nous ne pouvons pas résoudre la question. En tout cas, c'est une question qui nous est posée. On va essayer de faire venir des artistes pour partager un regard et essayer de comprendre et de rentrer davantage dans la réalité de ce lieu-là. Donc c'est l'origine du projet Suspended Species. Suspended Species, d'ailleurs ça va venir très vite après. Qu'est-ce que nous voyons? What is this, je dirais. Et donc, comme nous avions comme objet ce lieu, Famagouste, on avait appelé ça Famagusta Project. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances précises sur ce lieu, justement parce qu'aussi les sciences humaines avaient un peu échoué à interpréter, à proposer des lectures. Il n'y avait pas d'historien qui avait raconté ce qui se passait, il n'y avait pas de sociologie, sauf une sociologie très orientée, turque ou grecque, turcophone, grécophone. Et donc, on a un peu enquêté, nous aussi, sur ce lieu, mais on s'est dit que ce qui nous intéressait dans cet espace-là, c'est aussi sa dimension presque générique, c'est-à-dire le fait que ça représentait un type d'espace qui croise notre histoire moderne. Je vous montre ces cartes postales-là pour vous montrer comment était Famagouste avant cette chape de plomb qui a vidé ses habitants et qui a introduit comme ça dans la ville une sorte de glaciation. C'était une ville qui était une ville très moderne, tournée vers l'Europe, d'un pays qui est très oriental. Chypre, sur une carte, c'est vraiment très proche de l'Orient. Et donc il y avait cette revendication comme ça, moderne, moderniste, d'en faire un lieu de villégiature, un lieu où le bâtiment aussi était très identifié comme moderne. Et cette ville-là, elle ressemblait à des villes touristiques où on avait pu aller. Elle croisait des questions qui nous croisaient, quel que soit l'endroit d'où on venait. Et donc quand on a réuni des artistes pour cette résidence à Chypre, on a demandé à des gens d'un peu partout. Donc il y avait des gens d'Europe, évidemment, du Liban, de Turquie, de Grèce, et avec cette idée que ces différents regards portés sur ce lieu n'allaient pas forcément amener, comme disait Françoise, ni évidemment une résolution du conflit, mais ni même un éclairage, on va dire, sur une situation précise, mais plutôt de produire un écart qui pouvait, chez chacun de ces personnes-là intervenants, artistes ou chercheurs, qui pouvait résonner avec ce qu'ils étaient en train de faire dans leur propre travail chez eux. Et par exemple, qu'un artiste qui travaille en Belgique puisse travailler à partir d'un site belge en réaction à quelque chose qui existe à Chypre. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé à cette époque-là Suspended Spaces, en disant c'est ce type d'espace entre parenthèses, en suspens, ce type de lieu comme ça qui résiste aux interprétations, qui pour nous était vecteur ou qui pouvait porter une invitation à la recherche. Et c'est en ce sens-là aussi qu'on se définit comme chercheur, c'est-à-dire que nous avons un terrain de recherche, comme les anthropologues, comme les géographes, sauf qu'au final, on ne va pas s'efforcer d'éclairer ce terrain pour apporter une connaissance sur ce terrain-là, mais plutôt sur ce que ce terrain produit comme réaction dans des espaces qui nous sont plus familiers, dans des endroits où on maîtrise peut-être un peu plus les connaissances. Donc il n'y a pas de prétention à tout d'un coup venir de l'extérieur et éclairer un lieu pour l'expliquer aux autres. Il y a plutôt cette idée inverse que ce lieu nous préexiste à la recherche, c'est que c'est lui qui stimule une envie d'aller chercher, et où on a besoin à la fois des artistes et de leur regard peut-être plus sensible, peut-être plus singulier, et des scientifiques, puisque parmi ce groupe, il y avait aussi des philosophes, il y avait aussi des historiens, des anthropologues, parce qu'en fait, les deux se relaient, et que les uns et les autres ont besoin de cette approche. Alors ça a donné lieu, de manière très concrète, en résultat de la recherche, à une grande exposition, avec à l'époque porté par un projet européen, c'est-à-dire par un peu d'argent, qui nous a aidé beaucoup à démarrer et à faire une résidence qui était longue, à proposer aux artistes de retourner sur place pour travailler, et où chaque artiste, parfois associé à d'autres, il y a eu des connexions qui se sont faites comme ça, de duo ou de trio, mais sinon chaque artiste était invité à retourner sur place s'il le souhaitait, et à réaliser une pièce avec une aide à la production qui était proposée, et à l'exposer. Donc ça s'est passé à Amiens, dans tous les espaces qu'on pouvait utiliser à Amiens. Et cette exposition a aussi été accompagnée, c'était important pour nous, d'une semaine de projection et de résidence, et de colloques universitaires, donc de discussions, de rencontres, et c'est suivi ensuite par une publication.
Donc on a là un peu les différentes manières d'exploiter autant que possible les ressources propres à la recherche artistique, c'est-à-dire la résidence, les organisations d'événements culturels, expositions, projections, et puis la publication et les éléments plus textuels qui peuvent ensuite naître de ça. Et c'est là... J'en profite pour dire que nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous le commissaire de cette première exposition qui était une entreprise énorme, c'est Bren Klinkum qui se trouve dans la salle. Bonjour Bren, c'est une super occasion de se retrouver à Marseille. Et donc ça a été une grosse entreprise. Alors je voudrais juste dire deux choses sur l'économie puisque tu en parlais. C'est très très important dans la manière dont nous fonctionnons. Nous fonctionnons en relation avec les finances que nous pouvons obtenir. Si nous avons de l'argent, c'était le cas, ça a été le cas cette fois-ci, eh bien nous pouvons produire, nous sommes à l'aise pour faire des programmes, pour faire de la communication, pour inviter les personnes à venir parler ou participer à une exposition. Parfois, nous avons très peu d'argent et nous faisons un maximum avec ce très peu d'argent. Bref, nous nous adaptons aux conditions financières. Jamais un projet n'a été abandonné parce que nous n'avions pas les finances pour le faire. Donc on se débrouille. On a une économie assez frugale, je dirais quand même grosso modo, et les artistes qui nous accompagnent savent ça aussi et ne s'attendent pas à avoir les conditions que la profession pourrait leur apporter. Alors je sais que c'est un peu un petit paradoxe là, sur lequel nous discutons souvent, mais en tout cas c'est comme ça. C'est-à-dire que l'argent ne nous a jamais empêchés de produire tel ou tel projet. Nous nous adaptons et nous faisons avec, voilà, ce qui nous permet de faire à peu près ce qu'on veut. Peut-être qu'on reviendra sur la question de l'économie. Il se trouve qu'il y a un moment où on a eu un deuxième moment où nous avons eu un peu d'argent, c'est quand nous avons vendu un ensemble de pièces. Peut-être que j'anticipe un peu en parlant maintenant, mais à une collection publique belge à Charleroi, le BPS 22, qui a trouvé très intéressant d'acheter le résultat d'un travail alors collectif. Et là, c'est encore un point, je dirais presque théorique, qui est important dans la recherche. C'est-à-dire que les artistes que nous sollicitons, on ne les oblige à rien, mais on les incite à... Donc, et on ne leur dit pas qu'on va travailler, nous sommes un collectif, mais les travaux qui sont produits sont pour les 90% des travaux individuels. Nous allons chercher les artistes parce que leur travail nous intéresse et que nous pensons qu'ils peuvent apporter des choses dans cette plateforme de recherche. Mais en tout cas, chacun produit ce qu'il veut. Voilà. Et donc, et dans ce cadre-là, nous avons quand même vendu un ensemble de pièces produites par les artistes du collectif, mais avec l'appellation Suspended Species et avec un contrat très particulier qui consistait pour le BPS 22, donc la structure qui a acheté cette pièce, à ne pas exposer un objet seul, hein, en disant par exemple Kaderatia ou Valérie Jouve, ça nous intéresse, on l'expose tout seul. Donc ils sont obligés d'exposer au moins 5 pièces et avec l'accord du collectif. Hein. Nous sommes montés en association pour nous organiser un peu mieux. Et voilà, donc ça a généré, d'abord nous étions très contents qu'une institution aussi prenne le risque de ce type d'achat. Et nous sommes dans une collection, nous sommes fièrement dans une collection européenne en tout cas, et voilà, avec des conditions que tous les artistes ont acceptées, c'est-à-dire qu'ils étaient tous payés la même chose, les célèbres et fameux et ceux qui n'avaient pas encore de nom dans le milieu de l'art, et une moitié de l'argent a servi à alimenter le projet et a servi à financer l'étape suivante, et en particulier l'étape brésilienne. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse quand même économique, mais c'est très très important. Nous avons des économies plurielles en plus. Alors nous venons de certaines universités, nous travaillons avec des labos de recherche, mais nous travaillons aussi avec des centres d'art, avec des lieux qui ne sont pas liés à l'université ou aux Beaux-Arts, mais qui sont des lieux de production d'art et de monstration. Voilà, ça nous est arrivé très souvent d'être invités par des centres d'art. Donc on multiplie, bon, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, on a été invité par le centre d'art du lait, par exemple,
le nom m'échappe, à Albi, pardon, entre autres, mais on a aussi été invité à Niterói, par exemple, au Brésil, par des lieux d'art. Donc nous avons cette économie est distraite, je dirais, en plusieurs pôles, et ça nous permet, en fait, mis bout à bout, de faire des projets qui sont quand même assez ambitieux, qui réunissent pas mal de monde, et ça sera encore le cas. Et donc c'est dans cette logique-là aussi de réunir du monde et de travailler sur une organicité des invitations que, pour revenir sur le récit un peu de ce projet, qu'à la fin du projet de Chypriote, quand je dis la fin, c'est qu'une fois qu'on a vraiment fait ce travail d'exposition, d'édition, on s'est réunis avec les artistes et les chercheurs qui étaient présents, et c'est vrai qu'il y avait parmi eux Ziad Antar, qui est un artiste libanais, un jeune artiste libanais, qui nous a dit ce basculement de Famagusta Project à Suspended Species résonne beaucoup pour moi, parce que le Liban est un espace en suspens tout entier. Les Suspended Species, il y en a tout le temps. C'est un endroit où les conflits ne sont pas résolus, où il y a des espaces comme ça qui sont tiraillés par l'histoire. Et donc, venez présenter votre projet au Liban. Ce que nous avons fait, et puis il avait même sollicité, il avait même proposé des lieux vers Saïda qui pensaient pouvoir devenir un second Suspended Space. Et puis en travaillant donc sur ce nouveau pays, le Liban, c'est-à-dire travailler, ça veut dire faire des rencontres, assister à des colloques, aller voir ce qui se passe chez les artistes libanais, nous avons été orientés vers un site très particulier que nous ne connaissions pas. C'est un architecte qui nous a dit allez voir ce lieu-là, c'est ça qui va vous intéresser. Et ce lieu, c'était à Tripoli, au nord du Liban. C'est ce que vous voyez là en image. C'est la foire internationale Rachid Karamé, qui est en fait un espace abandonné, qui a la double caractéristique d'être presque fini. Donc presque, c'est inachevé, mais presque achevé, et de n'avoir jamais servi. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, Oscar Niemeyer, le grand architecte qui venait de terminer Brasilia, donc cette ville née de nulle part, donc vraiment la star architecturale du moment, est invité par le Liban, jeune pays moderne qui se tourne aussi beaucoup vers l'Occident, mais pas vers l'Europe, ancienne colonie, plutôt justement vers les pays nouveaux comme le Brésil, et qui commande à cet architecte communiste par ailleurs un vaste espace qui servirait à produire un lieu donc une foire, un lieu commercial tourné vers la Syrie, plutôt que seulement Beyrouth qui était tourné vers l'Europe. Et donc ce chantier commence, traîne, et en 1975, la guerre civile fige le chantier, puisque bon, c'est parce que c'est la guerre, mais aussi parce que très vite la Syrie occupe une partie du pays, puis tout le pays, et en fait installe ses troupes dans cet espace qui, au départ de la Syrie, a été, on va dire, civilisé, redevenu civil, c'est-à-dire que c'est plus du tout militaire, avec un jardin qu'on peut voir ici, qui est entretenu, mais des bâtiments qui ne sont pas terminés et qui sont fermés au public parce que justement on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est très près de la ville. La ville a grandi en fait et est devenue, on va dire, a entouré la ville, a entouré le site. Le site est très grand et c'est très beau. C'est très impressionnant, mais ça ne sert à rien. Et évidemment, ça résonnait encore plus pour nous avec la question de la modernité, puisque ce n'était pas juste des hôtels, des bâtiments, c'était vraiment là le style moderne qui apparaissait avec ces formes en béton très significatives du style d'Oscar Niemeyer. Donc à la fois très cinématographique, très photogénique, mais vraiment quelque chose qui interroge. Donc on a organisé une résidence, un colloque, on a fait se rencontrer des gens aussi, architectes, artistes, urbanistes, pour discuter de cette question de qu'est-ce qu'on en fait. Et ça fait partie des lieux, c'est le cas pour Famagusta, c'est le cas pour cette foire, où quand on est arrivé sur place, les gens nous ont dit, il y a plein de projets, ça va se transformer, mais en fait cette transformation dure. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'état de suspens qui s'installe. C'est évident qu'un jour, ces deux lieux-là, cette ville fantôme de Chypre et cet espace-là, vont se faire
vont changer. C'est évident que ça ne va pas rester comme ça. C'est une espèce de ruine qui ne sert à rien, mais ce n'est pas vraiment en ruine. Ça occupe un grand espace, il y a plein d'enjeux économiques et politiques qui peuvent s'y projeter. Mais comme il y en a plein, justement, il n'y a rien qui se résout. Et donc là, on est dans une situation qui nous intéresse parce que l'art a peut-être une brèche où s'introduire. J'en profite pour vous faire un petit commentaire sur ce que vous voyez là. Il s'agit d'une vidéo produite par Yann Kopp, qui a donc participé au collectif depuis le Liban de toute façon, de façon comment dire, affirmée. Et en fait, c'est un projet là qui est né, ce projet de vidéo est né un peu sur le moment, en fait, de plusieurs constats, mais en même temps d'une improvisation, je dirais, puisque nous étions un certain nombre à visiter la foire internationale, et en fait, Yann a demandé à tous les gens qui étaient là, parce que nous étions tous équipés d'appareils photo, de caméras, tout le monde, bon, il y avait beaucoup d'artistes aussi, qui sont des artistes de l'image, donc il a demandé à qui voulait de le filmer en train de courir. À l'époque, il avait fait un certain nombre de performances déjà, dans lequel il traverse les lieux en courant. C'est une manière aussi de poser un point de vue en mouvement, sur un lieu qui est évidemment qui demande à être un peu décrypté, qui ne se donne pas comme ça, si ce n'est sous l'apparence très cosmétique, comme ça, de jolies formes, hein, les jolies formes de Niemeyer, les points de vue qui sont toujours travaillés de manière très pensée, hein, qui découpent le paysage. Enfin bon, ça c'est une caractéristique du travail de l'architecture de Niemeyer. Donc voilà, Yann pense que traverser un espace en courant produit un point de vue qui n'a rien à voir avec traverser cet espace en marchant lentement ou en étant fixe. Voilà, donc, et après, il a récupéré toutes ces vidéos qui étaient sur des formats différents. Il y avait des téléphones portables, il y avait des caméras, il y avait des appareils photo. Et il a produit cette vidéo dans lequel, qui n'a pas de son, et dans lesquelles on le voit simplement en train d'utiliser le lieu, en tout cas en train de le pratiquer, puisqu'il y court, et c'est une manière, en fait, pour tout le monde, de visiter ce lieu, de le voir, et de le voir avec un point de vue qui est un point de vue incarné, hein, par un artiste, par un corps, par un mouvement décidé à l'avance. Et c'était une manière aussi d'inviter un collectif qui n'est pas forcément que le collectif, qui était le collectif des gens qui étaient là ce jour-là, de participer à cette œuvre commune. Et ça, c'est assez caractéristique aussi de la manière dont nous travaillons. C'est-à-dire que Yann signe cette pièce, hein, c'est une vidéo de Yann Kopp, et en même temps, c'est le résultat d'un travail collaboratif. Il faut dire que c'est un artiste qui travaille déjà beaucoup avec d'autres, avec des groupes de personnes, avec des jeunes, avec toutes sortes de personnes. Il construit des pièces dans lesquelles il y a une collaboration évidente avec d'autres. Voilà, donc c'est un des travaux qui a été réalisé sur cet espace, et comme on le disait tout à l'heure, qui est très photogénique. Les lieux dans lesquels nous allons ont tous aussi cette particularité de se présenter sous une forme extrêmement séduisante, mais même la ruine, hein, c'est la question de la ruine, hein, qui est au cœur aussi de notre recherche, et dont nous avons éliminé quand même assez vite les travers, je dirais, esthétiques. Nous ne sommes pas fascinés par les ruines, nous essayons de voir ce que les ruines contiennent comme potentiel d'ouverture, d'avenir, de transformation, etc. etc. Hein. Ce sont des lieux qui géopolitiquement sont problématiques, et en même temps les lieux mêmes, ces villes, hein, parce qu'il s'agit beaucoup d'architecture, vous l'aurez déjà remarqué avec ces premiers projets, nous nous intéressons beaucoup à des villes ou à des quartiers dans lesquels l'urbain et le geste architectural sont importants. Donc cette question de la ruine qui traverse quand même le projet depuis le début, on l'a assez vite mise de côté, en nous inscrivant même, je dirais, bon, ça fait quand même 15 ans hein, qu'on travaille dans cette perspective des Suspended Species. On a très vite vu aussi quel piège il pouvait y avoir à être fasciné
devant l'histoire, en fait, à se tenir devant l'histoire d'une manière mélancolique, et on n'a rien contre la mélancolie, hein, ni à la nostalgie, mais l'important c'était de faire de ces lieux-là le ferment aussi d'un avenir envisageable. Donc c'est loin, on va retrouver cette question-là à Fordlandia, qui a été aussi abîmé par l'histoire ou marqué par l'histoire et qui a du mal à se sortir de ce marquage, hein, qui peut être un marquage colonial, qui peut être un marquage économique. Dans le cas de Niemeyer, c'était ça un peu, hein, c'était d'affirmer un panarabisme aussi, une santé du Moyen-Orient et voilà. Et puis en fait, dans les faits, ça n'a pas pu se poursuivre. Ce projet n'a pas pu se poursuivre économiquement. Donc il y a toujours des raisons géopolitiques, je dirais au sens large, pour que ces lieux aient été abandonnés, mais il n'y a pas de raison non plus de les laisser à cet abandon. Voilà. Alors, on parlait de lieux photogéniques et l'organicité de cette évolution du projet a fait que, après avoir travaillé sur le site d'Oscar Niemeyer, architecte brésilien au Liban, nous avons été invités à un petit workshop, exposition, qui aurait pour objectif de présenter les résultats, quelques œuvres réalisées sur le site de Niemeyer au Liban. Donc invité à le faire dans le musée qu'on voit ici, le musée que Oscar Niemeyer a construit dans la baie de Niterói, donc juste en face de Rio de Janeiro au Brésil. Un lieu magnifique, un site magnifique, mais qui a, dès son projet, qui a l'objectif à la fois de faire une sorte de monument comme ça dans une avancée de la côte qui donne vraiment un des points de vue les plus beaux sur la baie de Rio. Donc il y a cette idée de faire une espèce de monument, un musée-monument, mais il y a aussi l'idée qui s'appelle le MAC, Musée d'art contemporain, mais il y a aussi l'idée de faire une sorte de centre culturel qui s'appelle le Maquinho, le Petit Mac, qui est sur la colline en fait qui domine Niterói et qui est un centre culturel, mais aussi la porte d'entrée de la favela voisine. Donc là, vous avez par exemple depuis la favela le point de vue sur ce musée. Donc un projet, encore une fois, toujours un peu culturel et social, où nous sommes invités pour une période très courte, là avec très peu de moyens, mais à essayer de travailler sur place pour produire une exposition, encore une fois, dans ce lieu-là, qui est un lieu un peu impossible, puisque quand on est sur place, on a surtout envie de regarder à l'extérieur pour voir la vue que de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a quand même réalisé des travaux parfois avec les enfants de la favela, parfois avec des étudiants, parfois juste autour de ce site. Mais cette articulation entre le Maquinho et le MAC nous a intéressés. Il nous a fait rencontrer aussi des artistes brésiliens et où on s'est rendu compte, dans ces échanges, qu'il y avait au Brésil, par-delà cet intérêt pour des projets comme celui de Niemeyer, qui avait eu une rencontre historique entre la modernité qui nous intéressait, cette pensée un peu liée à une idéalisation du progrès technique, à une certaine lecture progressiste de l'histoire, qui avait eu un échec un peu radical et un peu historique, qui était la confrontation entre des projets modernes et la forêt amazonienne. Et tout de suite, on a pensé, nous, ce qu'on avait en tête, c'était la transamazonienne, cette espèce de volonté de traverser la forêt amazonienne par une autoroute qui à chaque fois a buté contre ce qu'est la forêt amazonienne, c'est-à-dire quelque chose qui a une entropie énorme, qui mange le goudron, qui coule, qui envahit, qui empêche les travaux. Donc on a pensé à ça. Et puis là aussi, dans le hasard des discussions, nous avons entendu parler de Fordlandia, un projet que Henry Ford, qui a fait les voitures Ford, avait mené au Brésil au début du XXe siècle, en Amazonie, et qui avait été un échec total. Donc avant de revenir là-dessus, vous dire quand même que nous avons réalisé donc des publications, et que pour une des publications, je reviens donc sur quelque chose que Françoise a expliqué tout à l'heure, pour une des publications, nous avons
eu l'idée d'organiser en écho à la publication. Souvent, les publications, c'est une manière de montrer les œuvres qui ont été réalisées, donc faire comme une sorte de catalogue qui réunit les actes du colloque, les textes écrits autour de la thématique, et puis les œuvres qui ont des fiches et tout ça, une par une, pour expliquer quelle œuvre a été réalisée. Mais là, on a eu envie un peu de prendre le livre comme point de départ d'une exposition, l'inverse, avec des œuvres qui donc étaient déjà présentées dans le livre, puis des portfolios, qui étaient donc des espaces de la publication qui avaient été confiés à des artistes, en se disant on va essayer de sortir du livre et de faire une exposition. Ça nous a amené, dans cette exposition à Saint-Ouen, à penser non pas le sens de chaque œuvre, qui était vraiment le point sur lequel nous étions focalisés pour les montrer d'habitude, en disant il faut les montrer le mieux possible pour que chaque œuvre ait du sens, individuellement et dans le contexte de l'exposition. Là, on a demandé aux artistes d'accepter de changer de forme pour que les œuvres prennent plus de sens entre elles qu'individuellement, ou en tout cas tout autant. Et ça a amené une idée de miniaturisation, par exemple, de prendre une pièce qui était monumentale et de la transformer, par exemple, en maquette. Voilà, alors sortir du livre, ça s'appelait. Et en effet, ça c'est une des questions aussi qui intéresse beaucoup le collectif, c'est la question des formats, des formes, des formats, des modes d'exposition, comment on présente ce travail qui est parfois fini, parfois en in progress, et toutes les formes pour nous sont acceptables. Donc en effet, dans Sortir du livre, les artistes ont été amenés à sortir de la page parce qu'on demandait quand même des portfolios, enfin on présentait des portfolios régulièrement dans les livres, donc les artistes étaient habitués quand même à ce format page. Et là, ils ont joué le jeu en effet de la maquette, du format petit en fait. Et ce qui nous a permis d'exposer beaucoup de choses avec un dispositif de plateau comme ça qui ne bouchait pas l'espace de main-d'œuvre où nous étions invités. Donc ce sont des plateaux horizontaux comme on peut le voir sur lesquels nous pouvions poser aussi bien des maquettes d'architecture que des objets, que des petits écrans vidéo, que des écrans vidéo avec des vidéoprojections. Bref, l'espace était à la fois rempli d'œuvres et en même temps gardait une lisibilité et surtout permettait de mettre en relation une œuvre avec une autre dans la perspective. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de simèse, il y avait juste les murs que nous avons évidemment conservés. Et ensuite, ces plateaux, grâce à ce jeu de plateaux horizontaux, nous avons pu créer des perspectives et des mises en relation d'objets à distance qui permettaient en effet de mettre en relation en fait ces lieux différents sur lesquels nous avions travaillé, et puis voilà, et puis tout en conservant évidemment le projet de chaque artiste et de chaque projet nouveau. Voilà, donc là et là a commencé vraiment une recherche. Je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment, après c'est de l'expérience d'Amiens qui avait été aussi extrêmement riche, mais là nous avons commencé à réfléchir à ce que ça veut dire faire une exposition maintenant. Quel sens ça a, et nous avons à chaque invitation ou pris le prétexte de chaque invitation pour à chaque fois trouver une forme nouvelle. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans le cadre de ce collectif est sujet à recherche. Voilà, donc on ne répète jamais deux fois la même chose, on ne montre jamais la même pièce de la même façon, elle est toujours contextualisée, et pour nous c'est très très important ça. Le contexte est très important, et le compagnonnage avec les autres œuvres est extrêmement important. Pour nous, un objet tout seul n'a pas vraiment de sens, hein. Il prend sens dès qu'il commence à rentrer en relation avec un autre, et un autre, et un autre. Une autre et une autre. Et voilà, donc ensuite nous avons fait d'autres expositions, alors parfois avec les mêmes pièces, mais présentées de manière très différente. Là, on voit un travail que nous avons fait dans le palais Pombal à Lisbonne, à l'invitation aussi, on avait organisé un colloque, et puis on a eu l'opportunité d'occuper cet espace qui est un espace, qui renvoie à la grandeur coloniale aussi de Lisbonne, et on a fait une espèce d'exposition
presque performative. On l'a montée en 3 jours, elle est restée très peu de temps, et en même temps, ça a été passionnant. Donc le travail que nous avons fait, c'est pas le résultat. Alors, c'est la manière dont nous avons questionné l'espace et dont nous avons choisi des lieux pour installer les pièces de façon à ce que ça fasse sens dans l'ensemble de l'exposition. Voilà. Donc c'était presque une exposition performée dans le sens où c'est le travail de l'exposition qui a été important et non pas le résultat final, même si évidemment il y avait un résultat final. Donc voilà une autre expérience, et à chaque fois que nous faisons une exposition, nous essayons de créer, de proposer des formes nouvelles, et c'est vrai que la question d'exposition est une question très importante dans l'art contemporain. Maintenant, ça a beaucoup changé, évidemment, ces dernières années. Voilà, et par exemple, enfin, la question, je ne sais pas si on en reparlera, mais bon, la question du document, comment on fait intervenir les documents aussi, ou comment le document prend sa place dans une exposition qui est toujours liée à des lieux, il y a des réalités, des réalités tangibles que nous avons expérimentées. Hein. À chaque fois, évidemment, les artistes travaillent à partir de leur expérience du lieu. Là, c'était en plus à partir de l'expérience de ce palais Pombal, qui était aussi une ruine, enfin, qui était un palais complètement décati. Il y avait des Azuleros qui étaient à moitié arrachés. Donc voilà, et donc nous avons réinvesti ce lieu, nous l'avons réanimé d'une certaine façon. Une expérience un peu singulière et un peu différente de tout le reste, mais c'est toujours intéressant de montrer aussi ça. C'est une exposition que nous avons menée à l'invitation du Centre d'art Le Lay à Albi, tout à l'heure on en a parlé, et d'une artiste, en fait, Valérie Jouve, qui fait partie du collectif depuis fort longtemps maintenant, depuis le Liban, a été invitée à exposer pour la dernière exposition des moulins albigeois, donc le Centre d'art Le Lay, qui était dans des anciens moulins, qui allait donc être cédé à un hôtel, un lieu magnifique, un peu enterré, un peu difficile, inondé l'hiver par exemple, bref, un lieu intéressant. Mais donc on l'invite à faire cette dernière exposition, qui était aussi la dernière exposition de la commissaire du lieu qui avait créé ce centre d'art. Et elle a proposé que ce soit non pas elle, mais le collectif qui soit invité. Et nous avons ensemble réfléchi à une exposition qui s'appelait Refaire surface, qui était composée de photographies qui nous ont été envoyées par une sélection d'artistes du collectif et d'artistes qui avaient exposé dans ce lieu dans les 20 ans auparavant. Ces artistes à qui on a envoyé un message qui consistait à dire « Envoyez-nous une dizaine d'images et acceptez qu'on fasse ce qu'on veut avec ». Et donc sur les 100 artistes à qui on a proposé, il y a peut-être, je sais pas, 70 qui ont accepté. Et ces images, on les a imprimées, on les a regardées tous ensemble, on les a donc avec la thématique refaire surface, hein, avec cette idée de réaction à refaire surface. Et nous avons fait un tri de ces images-là, nous avons pensé à des arrangements de ces images-là, et nous avons ensuite décidé de mettre tout le budget de l'exposition dans l'impression d'affiches de format variable, de petite à très grande. On voit ici les dimensions les plus grandes. Et ensuite, de préparer en amont avec une maquette, avec des simulations, avec des impressions qu'on avait pu faire comme ça, mais ensuite de prendre une semaine à regarder ensemble à nouveau ces images et de les composer pour les coller, sachant que cette exposition est restée sur place, puisque c'était la dernière exposition, et donc cette idée d'occuper les murs avec des images qui avaient en partie occupé les murs, puisque c'était des fois des réminiscences d'œuvres ou d'artistes qui avaient exposé, et puis des gens de Suspended Species, et avec un anonymat évidemment, puisqu'aucune de ces images n'était signée, juste le nom des artistes qui avaient accepté la règle du jeu. Donc une première, on va dire, œuvre collective, puisque c'était une exposition Suspended Species, avec aucune œuvre individuelle, ni qui pouvait rester, parce qu'aucune n'existait après l'exposition, ni qui pouvait être signée. Donc c'était une approche comme ça qui nous a intéressés, aussi par le processus, qui était une manière, là aussi, de s'adapter au lieu,
On a essayé d'éviter au maximum les 6 mètres, ce qui n'était pas complètement facile à la fin. Et puis des formats très, très variés, des univers très variés, évidemment des références pour nous aussi à des espaces qu'on avait traversés déjà à Chypre, au Liban et au Brésil. Et puis un ensemble aussi de travaux qui nous a permis de penser ce rapport à l'image comme un rapport qui ne focalise pas sur les propriétés propre à l'image, et même sur son histoire, puisqu'il y avait même des photos d'œuvres, mais sur les connexions qu'elle pouvait faire avec d'autres images et d'autres univers. Presque métaphoriquement, en fait, ce qu'on essaye de faire dans les expositions quand on met ensemble comme ça des petits formats. Une autre expérience aussi très particulière que nous avons eue d'exposition, un format aussi là inventé, on nous a proposé d'exposer dans une vitrine à Beyrouth, de l'espace public béroutin, avec juste une pièce en fait visible depuis l'extérieur. Et là nous avons décidé d'obturer en fait cette vitrine et d'installer un moniteur derrière des lunettes, un viseur, qui fait qu'on ne pouvait voir l'exposition qu'à travers les lunettes, et vous pouvez voir sur l'image ici, je ne sais pas si c'est décryptable, mais ce qu'on voyait à travers le viseur, là par exemple, c'était la vidéo que vous avez vue tout à l'heure de Yann Kopp qui courait dans la foire. Donc c'était à Beyrouth, donc évidemment les gens connaissent cet espace-là. Et tout à l'heure, Françoise parlait de la collection BPS 22, cette idée que c'est parce qu'on avait travaillé sur ce rapport entre différentes œuvres qui pouvaient s'adapter mutuellement pour faire du sens ensemble, qu'il y a eu cette proposition de vendre un ensemble d'œuvres qui ont été faites dans un objectif individuel, de les vendre comme œuvres collectives. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéressait parce que ça a modifié le marché, en fait, puisqu'il y a eu des contrats individuels avec chaque artiste, un contrat avec l'association, pour réussir à trouver la solution technique, financière, pour produire une vente. Voilà, alors quand la vente a été réalisée, le BPS 22 nous a proposé de faire une exposition de cet achat. Donc pour nous c'était formidable aussi d'avoir cet espace, particulièrement aussi post-industriel, et dans lesquels les pièces que nous avons montrées prenaient vraiment une place, enfin elles prenaient vraiment sens là. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur comment nous trouvons les artistes avec lesquels nous travaillons. Parce que en fait, depuis le début du projet, je ne sais pas, on n'a pas fait le compte, mais on a collaboré avec au moins une 50aine d'artistes, dont certains restent très proches, certains font une étape avec nous et puis voilà, et puis suivent leur chemin, leur route après. Et donc, nous profitons aussi des expositions que nous avons pour inviter de nouveaux potentiels artistes qui pourraient être intéressés par le projet. C'est une manière aussi de tester, de voir si on s'entend bien, parce que tout ce projet-là est très convivial. Nous partageons des temps, nous partageons des repas, nous partageons des discussions, et donc c'est aussi un lieu très amical. Donc on a besoin aussi d'avoir cette relation-là avec les artistes. Et donc là, à l'occasion de l'exposition du BPS 22, nous avions invité Stéphane Tidé et Bertrand Lamarche, qui sont deux artistes qui sont rentrés dans le collectif et qui maintenant participent au projet sur lequel nous sommes. Et puis il y en a qui ont laissé tomber. Je pense là, on voit une pièce là par exemple de Léa Lapiti, qui est une artiste chypriote avec laquelle nous avons fait, qui fait partie aussi de cet achat. Donc la pièce qu'elle a réalisée, qui est un travail photographique qui consiste à avoir photographié la bordure de la ville de Famagusta, et elle en a fait un laporello comme ça, un dépliant comme ça qu'elle présente, qui est une sorte de livre, mais qu'elle peut aussi présenter dans l'espace, donc qui acquiert une dimension, enfin une troisième dimension. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est aussi un collectif qui est assez mouvant, dans lequel les personnes peuvent rentrer et sortir. Certains y restent, parce qu'on essaye d'établir, nous ne sommes pas des promoteurs de l'art contemporain, nous faisons de la recherche, c'est toujours très clair. Donc les artistes qui viennent nous accompagner aussi viennent chercher
de la matière pour alimenter aussi leurs questions, parce que nous sommes aussi sur des questions assez saillantes du moment. Hein, la question des frontières, la question de la forme même que peut prendre l'art, la manière dont on le gère, la manière dont on l'expose, la manière dont on le diffuse hein, par les ouvrages. Voilà, donc tout ça, ce sont des questions que nous remettons en jeu à chaque étape nouvelle du projet. Voilà, donc une autre exposition aussi, le Suspended Spaces Corner, qu'on avait fait à l'invitation de Marcel Dinaé. Marcel Dinaé, qui est un de nos plus fidèles artistes. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse. Nous avons des artistes très jeunes et d'autres qui sont plutôt, voilà, qui ont un âge certain. Et des artistes qui ont une notoriété évidente et d'autres qui sont, parce qu'ils sont tout jeunes aussi, n'ont pas cette notoriété-là. Donc nous veillons, et puis nous essayons de veiller aussi à équilibrer entre les hommes et les femmes. Enfin bon, voilà, toutes ces questions aussi qui sont très, très saillantes en ce moment, on les a à l'esprit à chaque fois qu'on demande, qu'on sollicite, qu'on fait une invitation à un artiste ou une artiste ou une autre. Voilà, donc là, Marcel Dinaé nous invite à une exposition que lui avait consacrée le FRAC Bretagne, et donc on a pris place dans un coin avec des œuvres anciennes, des œuvres nouvelles. Je pense à Christophe Viard qui a fait pour l'occasion une œuvre nouvelle autour de Chypre d'ailleurs, hein, donc il est revenu sur Chypre. Voilà, donc à chaque fois, il y a on essaye d'avancer le projet, de pousser un peu plus loin chaque projet, et surtout de trouver une dynamique dans la confrontation. Hein, on parlait du lait tout à l'heure, c'est-à-dire un travail de montage en fait, hein, d'articulation. C'est un travail parfois presque cinématographique. On monte, on articule des images les unes par rapport aux autres pour produire à chaque fois des sens nouveaux. Et ça, je crois que c'est très important aussi par rapport au lieu que nous avons choisi, de trouver des passerelles et des lignes communes en fait. Voilà, donc... Retour au récit, puisque on s'était arrêté donc à cette étape brésilienne, et je parlais de cette perspective de l'Amazonie, et donc on apprend l'existence de cette ville Fordlandia. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1928, Henry Ford était devenu le fabricant que vous connaissez d'automobiles, donc l'industriel le plus puissant des États-Unis, qui avait transformé la ville de Detroit et aussi Chicago et en immense usine de fabrication d'automobiles. Et il avait un petit problème économique, qui est qu'il devait acheter ses pneus, enfin c'est le caoutchouc pour ses pneus, aux Anglais. Pourquoi il devait acheter cela aux Anglais? Parce qu'en fait, dans l'histoire du caoutchouc, il y a un élément important à savoir, c'est que le caoutchouc a été la découverte la plus magique et la plus tragique de l'Amazonie, puisque c'est l'arbre à caoutchouc, l'EVA, ne pousse qu'en Amazonie, il est endémique de l'Amazonie, ne poussait qu'en Amazonie. Et quand on a découvert ces qualités de sa sève, de l'EVA, et que ça a à peu près été en même temps que l'essor industriel, tous les anciens colons portugais ont organisé un commerce qui était fait de récoltes, de petits récoltants dans la forêt, pour ensuite centraliser tout ça et pour inonder le marché européen de caoutchouc et s'enrichir très vite. Et du coup, l'Amazonie est devenue très très riche pendant très peu de temps, mais de méchants Anglais ou de fourbes brésiliens, on ne sait pas, ont réussi à faire sortir des graines d'EVA du Brésil, malgré une surveillance assez précise, et les Anglais, qui avaient à l'époque une très grande surface coloniale, ont essayé de faire des plantations de ces graines dans leurs colonies, donc en Malaisie, en Indonésie, puis ça a été les Français au Vietnam, enfin en Indochine à l'époque, et on s'est rendu compte que ça poussait très bien, et tout d'un coup, la récolte qui se faisait comme ça, plus industriellement dans ces pays-là, a évidemment été plus efficace pour des prix plus bas que celle qui était faite par des petites mains, des petites récoltes dans la forêt en Amazonie. Ça a écroulé le marché, ça a ruiné l'Amazonie, et donc au tournant
18-19e siècle, au moment où l'industrie américaine cherche des pneus, eh ben, elle doit acheter son caoutchouc aux Anglais. Et donc, Ford négocie avec l'État brésilien pour obtenir un immense territoire. Alors on dit toujours grand comme la Belgique, mais ça donne un peu une idée, hein, acheté pour un prix symbolique en Amazonie pour faire une plantation industrielle d'EVA, comme ça a été fait par les Anglais et par les Français dans les territoires asiatiques. Donc ça se passe ici, au bord du Tapajós, et on voit ici quelques images de l'arrivée de Ford, donc très massive, avec que des machines américaines, avec des habitats au style américain, avec une espèce d'exportation. Parce que très vite, Ford avait en tête que ce n'est pas simplement un objet, un enjeu industriel et économique, c'est qu'il voulait amener la civilisation dans ce lieu qui avait été décrit par des Américains, dont Eisenhower à l'époque, comme étant quelque chose de... Roosevelt, pardon, comme étant un lieu vraiment de la sauvagerie la plus triste, avec une grande pauvreté qui était due en fait au premier échec économique. Donc il y avait cette idée qu'on allait amener la grandeur américaine dans ce lieu de sauvagerie. Et Ford déboise de manière sauvage, vraiment, pour le coup, avec du kérosène et des incendies qui durent pendant des semaines. Il impose un modèle industriel, donc une vie, un mode de vie américain, mais même plus que ça, avec les femmes étaient interdites, l'alcool était interdit, il y avait une nourriture américaine qui était imposée alors que les gens savaient très bien comment se nourrir sur place. Et ça a été un vrai échec humain d'abord, parce que les gens ont eu du mal à supporter ça, et puis industriel, parce que le caoutchouc planté comme ça, de manière intensive au Brésil, à cette époque-là, avant Monsanto, ce n'était pas possible. Il y avait des champignons qui les gagnaient, et rien n'a été produit comme caoutchouc, malgré les milliards de dollars qui ont été investis dans ce lieu-là. Et donc quand nous, on s'intéresse à ça, on se rend compte qu'il existe encore un village qui s'appelle Fordlandia, et qu'il existe des traces, qu'il existe des usines, qu'il existe des machines, et puis des gens qui habitent sur place. Alors nous organisons un voyage de repérage, et nous commençons à imaginer comment déplacer des artistes, des chercheurs brésiliens, européens, vers ce lieu. C'est vraiment une entreprise coloniale hein, qu'avait faite Henry Ford, en commençant évidemment par brûler la forêt, avec cette idée du modèle de la plantation en fait. Hein. Il pensait qu'il allait faire table rase par rapport à la végétation, et qu'il allait pouvoir planter ces EVA les uns derrière les autres pour pouvoir avoir une productivité intéressante, et ça n'a jamais marché. Donc il n'y a pas une goutte d'EVA qui a été extraite. Il y a du bois, en revanche, qu'il a extrait du bois, et du coup il s'est avéré que c'était un échec. Donc ça c'est une chose aussi qui nous intéresse. Les utopies modernes, comment les utopies modernes aussi, qui étaient basées aussi sur une méconnaissance absolue des lieux. Il faut dire que Henry Ford ne s'est jamais déplacé à Fordlandia. Il a envoyé des botanistes, il a envoyé des agents, des ingénieurs, enfin toutes sortes de gens dont l'incompétence a été évidemment assez rapidement confirmée. Mais entre-temps, il avait construit des bâtiments, comme disait Eric, laisser des machines, et surtout laisser dans la mémoire collective, et ça nous a beaucoup intéressés, laisser des traces qui, pour le coup, elles, étaient des traces extrêmement mélancoliques. Et nous avons rencontré des gens, entre autres, hein, pas que ça évidemment, mais nous avons rencontré des personnes qui étaient des descendants des ouvriers de Ford, dont la vie avait été bouleversée, et dont l'avenir était très inféodé à ce rêve manqué, en fait, hein, ce rêve raté, ce rêve qui avait échoué, de faire rentrer l'Amazonie dans une certaine idée de la modernité. Voilà, avec ce matériel très performant, très à la pointe de l'industrie de l'époque. Donc ça a laissé dans les esprits quelque chose d'assez sombre, en fait, hein, d'assez crépusculaire, comme si ça avait été la chance de Fordlandia, et cette chance était ratée, elle avait été manquée, et donc maintenant le village s'assoupissait dans une espèce de nonchalance comme ça, sans avenir. Alors on a
On a monté un projet sur 3 ans, ça a été assez compliqué parce que c'était loin, il fallait qu'on ait des partenaires solides, et on a fait une alliance avec un collectif, encore un autre collectif, basé à Belém, qui s'appelle Photo Ativa, et qui avait comme projet, à partir de la photographie, de visiter des archives, donc de constituer des archives de l'Amazonie, et en même temps de faire un travail de formation, un travail culturel, de formation et d'information sur ce qu'est la photographie dans des régions reculées de l'Amazonie. Donc ils avaient fait plusieurs missions comme ça dans les villages de cette zone. Donc nous sommes rencontrés assez évidemment, on a trouvé nos points communs et nous avons organisé avec eux cette expédition, appelons-la comme ça, toujours entre parenthèses, mais entre guillemets, c'est-à-dire que nous avons affrété en fait un bateau, et pendant une douzaine de jours, nous avons descendu le Tapajós à partir de Santarém, en descendant doucement vers Fordlandia, avec une approche lente là pour le coup, hein, c'est une approche de bateau, donc de façon à arriver doucement sur le lieu sur lequel nous sommes restés une grosse semaine. Alors c'est à la fois pas beaucoup et à la fois un temps de toute façon plus long que la moyenne du temps consacré aux visites de cet endroit-là. En général, les bateaux arrivent, vont voir les 3 bâtiments de Ford et puis s'en vont immédiatement. Nous, on est restés, et grâce justement à l'association Photo Ativa, nous avons pu établir des liens avec les écoles, avec des groupes de jeunes, avec lesquels il y a des projets de films qui ont été réalisés. Maider Fortuné a fait un travail de fiction avec des jeunes adolescents. Valérie Jouve a fait un travail photographique aussi important avec plusieurs acteurs et habitants de la ville. Une anthropologue qui sera là d'ailleurs à la résidence et au colloque là, le 4 et 5, Alessia de Biaz, qui est anthropologue, qui est architecte et anthropologue de l'architecture et de l'urbanisme. Elle a fait un travail de terrain, elle a fait une enquête auprès des commerçants et elle a établi une carte en fait de la ville, et en essayant de construire justement une histoire de l'implication justement de tous ces commerçants dans la ville, puisque c'est les forces vives aussi de la ville. Donc ça, c'était une expérience et une collaboration tout à fait singulière. Oui, et c'est vrai que ça correspond aussi à ce qui était attendu sur place, mais ce qu'on défend depuis le début, c'est-à-dire que oui, c'est un lieu là aussi qui est assez, vous avez vu, qui est assez photogénique, c'est impressionnant, il y a une mélancolie, il y a une nostalgie, mais tout le monde vient voir ce lieu pour ça. Bon, tout le monde, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il y a peut-être, on va dire, peut-être 50 visiteurs par an qui connaissent ce lieu, qui viennent voir ce lieu, c'est pas si facile d'accès, mais quand même, il y a ce regard porté sur cette ville un peu mélancolique qui agace profondément les habitants, et le fait qu'on reste une semaine, par exemple, ça a permis de dépasser tout ça, parce que du coup, on était dans un village, et on a appris à connaître un village. Et parmi les œuvres qui ont été réalisées, je vous montre celle-ci, là, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'image, il y a une fenêtre qui est rouge. Et en fait, ce bâtiment, c'était le bâtiment qu'on nous a présenté comme étant le hangar à caoutchouc. Alors c'est ironique parce qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de caoutchouc produit. Donc, mais il y avait un hangar qui est en bord de rivière. Et ce hangar, il est assez beau, il est complètement vide, il ne sert à rien. Il y a 2-3 voitures qui sont stockées à l'intérieur. Mais il est restauré régulièrement. Je pense qu'il y a de l'argent régional pour le restaurer. Il est repeint, donc il y a marqué Fordlandia, Welcome Fordlandia, bienvenue Fordlandia sur le mur. Il est repeint régulièrement. Donc quand on y allait, nous, en repérage, il était tout beau, tout repeint. Puis un an après, c'était déjà tout usé. Les vitres sont refaites régulièrement, mais elles se cassent à cause des tempêtes, à cause des oiseaux, à cause peut-être des gamins qui jouent aussi. Mais en tout cas, c'est un lieu qui nécessite comme ça d'être restauré régulièrement, mais qui s'épuise à la restauration parce qu'il ne sert à rien. Et il est immense. Et c'est un peu le signal quand on est au bord de l'eau, c'est ce qu'on voit en premier. Et sur la route, en fait, sur le fleuve, avant d'arriver à ce lieu-là, bizarrement, entre Santarém et donc sur le Tapajós et Fordlandia, quand on sillonne cet endroit-là, on a encore l'impression d'une forêt complètement préservée, parce qu'il y a une réserve forestière et parce qu'il y a assez peu de choses, il y a très très peu de villages. Mais si on regarde une carte, on se rend compte que si on continue un peu plus bas, donc plus loin finalement de l'Amazone, du fleuve Amazone, là arrive
à la fois les plantations, les chercheurs d'or, l'industrie, et que sur une carte, on voit que c'est tout morcelé. Mais bon, sur ce petit territoire-là, c'est très préservé, et il y a un travail qui est fait auprès des communautés locales pour essayer de réimplanter un artisanat. Et donc on avait visité entre autres la forêt, et ceux qui s'occupaient finalement du point de départ de cette forêt étaient une communauté qui fabriquait aussi du caoutchouc. Et là, on voit des feuilles de caoutchouc traditionnellement travaillées, teintées, et on est quelques-uns à avoir acheté des feuilles de caoutchouc. Et c'est en réaction à cela que Stéphane Tidey a réparé une fenêtre, mais avec un signe visible. Donc il y a cette idée à la fois de s'introduire dans une espèce d'économie, ou voire un usage des bâtiments, et puis presque ironiquement de laisser une petite trace qui peut-être, enfin, probablement maintenant n'existe plus, mais en tout cas qui est une manière aussi de métaphoriquement d'imaginer ce que ça peut être que faire un geste artistique quelque part, sans que ça soit forcément signé, là aussi. Et donc ce qu'il expose en général, c'est cette photographie avec celle-ci associée, juste pour faire le lien entre les deux. Un autre travail qui est assez emblématique de ce qu'on a pu faire sur place, et ça c'était pendant le repérage. C'est Yann Kopp qui a fait ça dans une des usines. Cette usine, elle est pleine d'objets et de pièces mécaniques. Et c'est une usine assez impressionnante dans laquelle on sent encore cette pulsion industrielle et son abandon. Et il a récupéré des pièces qu'il a simplement déplacées. Donc là on voit une version qu'il a exposée au début, qui était une version rapide. Et maintenant qu'il l'expose, en fait, il l'expose en temps réel. Ça veut dire qu'il montre une vidéo qui dure à peu près 1 heure, pendant laquelle il déplace des objets. C'est-à-dire qu'au final, sur place, il n'a rien laissé. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a eu comme ça des façons de travailler très différentes là-bas que ce qu'on a pu faire à Chypre, par exemple, où on allait travailler pour faire ensuite une production ailleurs. Le fait de travailler sur place, ça a amené, par exemple, à ce collectif brésilien à passer 1 semaine à nettoyer des noix du Brésil qui avaient été laissées sur place pour sécher puis abandonnées, donc qui étaient pourries, qui étaient pleines de bêtes, qui étaient assez toxiques, mais à les nettoyer et à les arranger pour produire ensuite juste un espèce de paysage de noix du Brésil dans ce hangar, laissé comme ça et juste vu par les ouvriers du coin, par les gens du village, avec une dimension comme ça tout à fait, là aussi presque métaphorique de ce que ça peut vouloir dire que prêter attention à un détail et prendre soin d'un détail. Donc ils avaient des masques à l'époque, préfigurant notre pandémie, puisque c'était très toxique, il y a plein de défections de chauves-souris. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, j'espère que vous tenez le coup. Donc on va peut-être un peu accélérer parce qu'on voudrait quand même parler du projet suivant, le nôtre, pour lequel nous sommes là à Marseille en ce moment. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de... Donc je vais juste démarrer avec cette idée de la pièce de Stéphane Tidey qui est basée sur la notion de réparation. Parce qu'un des artistes qui nous accompagne aussi depuis longtemps est Kader Attia. Nous avons, avec Kader Attia, pensé ce projet à plusieurs reprises, et en particulier dans le lieu qu'il avait ouvert à Paris, qui s'appelait la Colonie Barré, qui était un lieu où on devait... Voilà, où on aurait l'occasion de réfléchir un peu plus précisément à la scène, alors je dirais coloniale, c'est-à-dire qui s'intéresserait à la question postcoloniale, décoloniale, et qui inviterait des acteurs de cette scène à venir parler, débattre, militer même, exposer dans ce lieu. Voilà, c'était un lieu qui était sous la gare du Nord et qui depuis a fermé à cause de la pandémie. Enfin, elle n'a pas résisté au choc économique de la pandémie. En tout cas, un des gestes caractéristiques du travail de Kader Attia, c'est la réparation. Hein, il répare. Voilà, il répare les dommages coloniaux, il répare les corps abîmés, il a travaillé sur les gueules cassées de la guerre de 14, il a beaucoup travaillé sur les trans aussi, et puis sur les objets, hein, il répare, il soude,
c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est ça, c'est un geste de réparation. Et donc Kader, donc nous le rencontrons, nous parlons avec lui l'année dernière, donc au sortir de du premier confinement, et on réfléchit avec lui à qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans cette situation où nous ne pouvons plus nous déplacer, on ne sait pas combien de temps va durer cette crise, et en même temps, on a un projet, des personnes, des énergies. Comment peut-on faire, en fait, pour commencer un nouveau projet dans cette période en suspens, c'est le cas de le dire, un peu arrêté. Donc voilà, et on a commencé à réfléchir avec lui à ce qui serait possible de faire de loin, à distance, autrement, et il nous a reparlé de ce lieu qui l'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Gardaïa, donc en Algérie, qui est une ville ibadite dans le désert, et qui a surtout beaucoup inspiré les modernes, enfin certains modernes, certains hommes architectes modernes, dont Le Corbusier, Fernand Pouillon et Ravro. Son nom m'échappe là tout de suite, qui est un architecte aussi qui a beaucoup construit, qui a vécu très très longtemps dans la ville, dans Gardaïa, et qui a beaucoup écrit et laissé des documents sur cette ville, qui a un plan voilà, c'est une très belle ville, encore une fois, basée sur une structure comment dire, vernaculaire, hein, sur laquelle se construisent beaucoup de médinas, hein, donc c'est une architecture qui se fait au fur et à mesure. Et voilà, donc il nous a beaucoup parlé de Gardaïa, et donc on s'est dit. Et puis aussi, une autre question, hein, je vous la livre comme ça, nous avions beaucoup travaillé à l'extérieur de la France, hein, sur les colonies des autres, pour aller vite. Et donc, on avait aussi dans la tête qu'il faudrait peut-être qu'on se confronte, ou qu'on affronte aussi notre propre histoire coloniale. Et donc, c'est vrai que l'Algérie était déjà dans nos pensées depuis un certain temps. Voilà, donc, est né ce projet. Donc ce projet Marseille-Alger-Gardaïa, traversée, hein, qu'on appelle pour le moment traversée, et qui va consister à réfléchir, imaginer, penser Gardaïa avant d'y aller. Depuis la première étape qui est donc Marseille, c'est-à-dire depuis Marseille, qui est aussi une des villes les plus arabes de France, donc on va trouver des documents, des personnes qui vont nous aider à construire un imaginaire autour de Gardaïa, plus les œuvres, plus les artistes qui nous accompagnent. Hein. Et donc on s'est dit qu'on allait garder cette idée de distance, donc on reste à distance dans un premier temps, d'abord parce qu'on ne peut pas circuler en Algérie, c'est encore impossible, en tout cas c'est extrêmement compliqué, donc il ne s'agit pas de faire des choses exceptionnelles. Donc on va commencer à penser Gardaïa depuis Marseille. D'où cette idée de faire un... Ben, voilà. Non, vas-y. De faire d'abord une résidence, puis un colloque, pour aussi obtenir des informations. Je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin aussi d'informations pour nourrir notre réflexion. Donc à la fois de chercher des choses en tant qu'artiste, mais de s'informer un petit peu sur un lieu, donc Gardaïa, qui par ailleurs, en dehors du fait que c'est compliqué maintenant de se déplacer, qui par ailleurs est un endroit sensible de l'Algérie, parce que c'est une communauté assez fermée, les Ibadites, qui ont une religion, des cultures, des usages, une langue assez singulière. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. Alors, on s'appelle Suspended Species et on définit en général ce terme par cette idée que ce sont des lieux qui ont échoué. Il n'y a pas d'échec de Gardaïa, mais qu'il y a quand même cette idée d'une espèce de parenthèse spatiale, un lieu qui est la porte du désert. Le désert aujourd'hui, vous le savez certainement, c'est un lieu sensible aussi pour des questions géopolitiques, de groupes terroristes, d'économie, d'arrivée aussi d'une situation planétaire de réchauffement qui risque d'amener des situations critiques. Donc tout ça, ça nous intéresse. Il y a un parallèle évidemment entre le désert vert amazonien et le désert du Sahara. Il y a un parallèle aussi entre ces cultures qui nous semblent assez impénétrables. Et il y a cette idée que depuis longtemps, quand on en parle avec Kader, il nous dit « oui, mais vous ne pourrez jamais faire de résidence là-bas ». Et comme on sait qu'on ne pourra pas faire de résidence là-bas, en tout cas comme c'était presque le point de départ, alors on commence à y travailler à un moment où aucune résidence n'était possible, puisqu'il y avait la pandémie. Donc cette idée qui nous a aussi été inspirée par Alicia De Bias, l'anthropologue, qui nous a dit « mais moi,
préparer une résidence, c'est déjà du travail, c'est déjà de la recherche. Donc on prépare la résidence. Et Marseille, c'est un point de départ parce que c'est effectivement le point de départ des Algériens, le point d'arrivée des Algériens. C'est aussi un endroit où la modernité est très visible, celle de Pouillon par exemple, l'architecte qui a fait tout le Vieux-Port et qui est le principal inspiré par Gardaïa. Il y a cette idée d'une généalogie de la modernité un peu inversée, qu'on est allé chercher des formes là où elles semblaient être l'histoire la plus reculée, la plus traditionnelle. Donc cette idée d'une inspiration de la modernité et de ses principes, pas juste des formes, de ses principes. C'est le principe de la forme qui définit la fonction. Presque la base même de la pensée moderniste en architecture, la forme définit la fonction, qui était présente dans cette architecture très minimale, très inclusive de l'architecture de Gardaïa. Donc ça, on s'est dit, à Marseille, c'est vraiment le lieu rêvé. Donc on est accueillis par les ateliers Jeanne Barret. Je vous montre juste cette image pour vous dire que parmi l'œuvre, finalement, réalisée par Kader Attia, pour l'exposition où on a demandé à chacun de sortir du livre, c'était un collage mis en espace. J'ai montré un collage avant qui montrait différentes images. Il l'a mis en espace, c'est devenu une table avec des images qui se succèdent. Cette œuvre qui donc maintenant est collectionnée par le BPS 22, enfin par la collection du Hainaut en Belgique, elle évoque déjà la modernité, Marseille et Gardaïa. Donc il y avait finalement une piste, puisque la dernière image qu'on voit, c'est Gardaïa, le Corbusier devant, et puis des cités. Alors là, c'est pas Marseille, mais dans d'autres collages, c'est Marseille. Et c'est Pouillon, et c'est pas le Corbusier. Bref, il y avait un point de départ comme ça qui était dans notre tête depuis longtemps. Là, on le réalise, mais on le réalise pas à pas, c'est-à-dire que ça commence d'abord par une résidence dans un lieu collectif, Atelier Jeanne Barret, qui vient d'ouvrir, en fait, qui est un lieu créé par des artistes, architectes, musiciens, dans les quartiers un peu abandonnés, qui s'appellent des Crottes, donc l'arrière du port industriel de Marseille, qui nous accueille. Et donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aussi, parce que vous êtes invités à venir dans ce lieu-là. Il y a une performance, par exemple, le mercredi 3 novembre, et c'est évidemment ouvert à vous tous. Et il y a cette idée aussi qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, mais qu'on va essayer quand même d'en témoigner. Parce que la vraie généalogie de tout ça, c'est qu'on est invité à exposer dans une exposition collective en avril prochain, dans les galeries des Grands Bains-Douches au centre de Marseille. Et donc, on s'est dit, puisqu'on est invité à une exposition, on va faire une résidence avant, et on montrera dans cette exposition les résultats de cette résidence. Et cette résidence, elle vous concerne, puisque les résultats passeront par l'invention, la création d'un journal qui sera l'objectif principal de ce workshop dont vous a parlé Vanessa tout à l'heure, avec notre graphiste, celui qui a mis en forme notre livre et qui est aussi un artiste avec qui on travaille. C'est graphiste artiste. Voilà, c'est à toi. Et voilà, et donc nous participerons à cette exposition en tant que collectif. Nous faisons partie de 20 artistes, donc nous sommes c'est-à-dire que nous sommes plusieurs, mais nous sommes un. Donc nous nous sommes dit que c'était l'occasion, là encore, de trouver une forme nouvelle, et donc nous avons pensé à ce journal qui va témoigner justement du work in progress, enfin de la recherche en train de se faire, et du côté des théoriciens et du côté des artistes. Voilà, donc, Vanessa nous a proposé, et c'était pour nous absolument formidable, de vous proposer un workshop avec un graphiste en vue de la réalisation de ce journal qui serait donc imprimé et distribué le jour de l'exposition. Voilà, donc ça c'est un travail à venir, où vous êtes chaleureusement conviés à y participer. Et donc le lendemain du 3, on vous a donc invité à venir, en tout cas voir la performance de Mounir Goury, qui est un artiste algérien qui a beaucoup réfléchi à la question de la traversée justement, et qui va faire une performance aux ateliers Jeanne Barret. Et le lendemain et le surlendemain, donc 2 journées, disons plus classiques, de colloques, bien que nous essayons toujours là aussi, même pour les colloques, de trouver des formes qui soient moins académiques
les colloques traditionnels, c'est-à-dire que nous essayons, comme nous le faisons avec les œuvres, de faire dialoguer les personnes invitées, plutôt que d'entendre des séries de papiers comme ça qui sont prononcés les uns derrière les autres. Donc nous avons créé des tables rondes, et nous avons, voilà, grosso modo, il y a quatre thématiques pendant ce colloque, qui se déroulera le 4, au FRAC, avec une matinée consacrée à la question du temps suspendu. Ça, c'est à l'invitation de Sally Bone, qui, comme Eric vous l'a dit, nous a invités à participer aux expositions. Donc elle a pris en charge cette demi-journée de colloque. Et puis avec, là aussi, toujours des artistes, et puis plutôt des théoriciens, mais pas que. On a essayé de faire un mélange équilibré. Ensuite, l'après-midi, une après-midi qui va être consacrée au déplacement comme projet. Hein, donc ça, c'est la question de suspendu de spécies. C'est nous d'ailleurs qui allons un peu organiser cette demi-journée. Là aussi avec des théoriciens, philosophes, des artistes, Christophe Viard, avec le bureau des guides. Qui sont très implantés dans Marseille et qui vont nous faire découvrir des tas de choses formidables. Et puis des acteurs aussi, des commissaires d'exposition, pourrait-on dire, qui avaient organisé l'exposition rue d'Alger à Marseille, à l'occasion de Marseille 2000... je sais plus Manifesta. Manifesta, voilà, c'est ça. Et puis, et le lendemain, le vendredi, donc au Bucem, une demi-journée consacrée à Gardaïa, donc Gardaïa, une île, avec des spécialistes de Gardaïa, mais aussi Alessia de Bias, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, donc, comment une méthode anthropologique peut, en association avec une méthode artistique, puisqu'elle fait un travail avec Valérie Jouve, là, elles ont commencé un travail de la représentation justement de l'Algérie à Marseille. Elles vont nous raconter un peu l'étape où elles en sont. Enfin, elles vont nous parler de ce travail en train de se faire, qui est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que très souvent, on regarde juste les résultats, mais en fait, tout se passe, ou beaucoup de choses se passent pendant la construction d'un projet, donc c'est bien de faire un petit focus là-dessus. Et puis, l'après-midi, une demi-journée consacrée à Marseille-Alger, puisque ça va être espace de traversée Marseille-Alger, autour de cette notion de traversée, hein, qui est dans le titre même de ce nouveau projet, avec des artistes, des cinéastes, et qui sera modéré par Vanessa. Voilà, donc... et nous serons là pendant une partie du temps. Les artistes commencent à arriver le week-end prochain. Ils seront, pour une partie d'entre eux, en tout cas, présents à Marseille pendant une quinzaine de jours. Donc c'est aussi, voilà, je vous dis ça parce que ça peut être aussi une occasion pour vous de les rencontrer, voilà, et tout simplement d'assister à leur travail, en tout cas de vous tenir au courant peut-être de leur projet et voilà, de garder des traces aussi de leur passage à Marseille. Voilà ce qu'on pouvait dire là sur le... On a déjà peut-être un peu abusé de votre temps. Je ne sais pas, ce qui serait peut-être bien, c'est que on vous laisse un peu la parole. Enfin, Eric, sauf si tu as autre chose à rajouter. Non, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Oui. Par contre, il reste... Oui. Nous, on peut avoir du temps pour répondre à vos questions. Oui. Ou à vos remarques. En tout cas, merci déjà pour votre attention. Oui. Parce que c'est pas évident, c'était dense, hein.